est l'état des infrastructures aéroportuaires en République démocratique du Congo? À quoi sert l'IDF que vous payez chaque voyage au niveau national et international? Quel est l'auteur, ou plutôt celui qui bénéficie de la taxe payée lorsque les avions survolent notre sol? Aujourd'hui, on en parle dans ces fauteuils blancs de RVA. Bienvenue à tous, merci de votre fidélité à Fauteuil Blanc, votre rendez-vous incontournable en République démocratique du Congo. Vous êtes des milliers à nous suivre à travers le monde et c'est tant mieux et nous sommes heureux pour faire cette grande émission attendue pour cette grande compagnie nationale, la Régie des voies aériennes. Ici, c'est cette compagnie qui s'occupe des infrastructures aéroportuaires. Il y a à la fois des questions qui se posent ici en termes de cette taxe, l'IDF, que les passagers payent, 10 $ pour l'intérieur du pays, 50 lorsqu'il faut voyager à l'international. Il y a également l'état de nos aéroports, la sécurité, mais aussi, allez, il y a un compte, semble-t-il, en Suisse pour le survol du territoire national. Toutes ces questions seront évoquées aujourd'hui par des journalistes, oui, et chevronnés de la RDC qui sont déjà en place, mais également le directeur général qui est notre invité du jour, que je vous demande d'applaudir et surtout de recevoir sur ce plateau, puis avec vos applaudissements si vous voulez bien. L'ADG Bilengue qui doit nous rejoindre dans quelques instants. Oui, continuez à applaudir. Il est peut-être timide de nous rejoindre. Je vais le chercher pour vous. Alors, je vous ai promis que j'allais le chercher pour vous. Il est là. C'est l'ADG. Bonjour. Bienvenue, merci. Bonjour. On commence à s'impatienter. Bonjour tout le monde. Croyant peut-être que les questions qui allaient vous être posées allaient vous dépasser. Vous avez un tout petit peu, vous avez échappé, mais vous êtes là, Je suis là. en chair et os. Merci. Merci, mettez-vous de ces côtés. Merci. Je vous signale que vous êtes en direct sur Télé 50 et les chaînes partenaires à travers le monde. Nous sommes heureux de vous recevoir ici sur ce plateau parce que cette émission est attendue depuis très longtemps. Vous avez pris vos fonctions à la tête de cette compagnie nationale, ou plutôt cette entreprise nationale qui s'occupe des infractions à RDC. Vous avez commencé une première partie de réhabilitation, construction. Aujourd'hui, vous êtes dans la deuxième partie. Vous allez répondre à ces questions. Alors, je vous invite à vous asseoir. Merci. Ce fauteuil est à vous. Qui est plat. Alors, je vous pose la question de confiance et surtout d'assurance, parce que ceux qui nous suivent partout dans le monde se posent la question, est-ce qu'il est dans un état normal? Est-ce que vous êtes bien? Je me porte bien. Vous êtes droit dans vos... Très bien. Voilà. Vous allez affronter des journalistes qui sont déjà en place. Willy Kalengai, qui est le patron de Géopolis, un journaliste chevronné qui est au fait de toutes les questions économiques, de la même politique d'ailleurs, ici en RDC, John Chitende, Kin 24, journaliste de la capitale. Vous êtes à Kinshasa. Et Eric Chukuma, qui est le patron de Zoom Eco. C'est une publication en ligne très performante en matière d'économie. Et il a des questions précises à vous poser à ce sujet. Et enfin, Israël Moutala, qui est l'un des meilleurs journalistes économiques de la République démocratique du Congo. C'est le patron de tous les médias en ligne ici en RDC. Donc vous serez servi, monsieur l'ADG de RVA. Alors je vais être sûr que tout va bien. Je vais bien. Si vous voulez un verre d'eau, on vous le cherche. Quand j'en aurai besoin, je demanderai. Merci beaucoup. Alors ici à Télé 50, nous avons l'habitude de nous intéresser un tout petit peu à nos invités. C'est-à-dire, on dresse leur portrait pour que ceux qui nous suivent s'imprègnent, prennent connaissance de celui qui est notre invité du jour. Parce que je sais que à la maison, tout le monde se pose cette question. Qui est Abdallah Bilengue, le patron de RVA, l'entreprise la plus convoitée
Parce qu'effectivement, la RDC, c'est le hub en Afrique centrale. Beaucoup d'avions passent par ici, beaucoup de compagnies commencent à nous fréquenter, dont Rwandair aussi. Voici le portrait de l'invité du jour. De la régie des voies aériennes ces dernières années, se cache un homme qui y a pratiquement passé toute sa vie, gravant tous les échelons. Arrivé à la RVA en 1997, Abdallah Bilengue a occupé des hautes responsabilités en tant qu'administrateur directeur financier au début des années 2000, pendant qu'il faisait également partie de la gestion d'un partenariat avec l'autorité de l'aviation civile zimbabwéenne. En 2008, détenteur d'un master en droit des affaires option transport aérien et un diplôme d'études supérieures en économie et gestion à l'université Paul Cézanne à Marseille en France, Abdallah Bilengue est nommé chargé de mission auprès de l'ADG pendant plus de 2 ans. Familier dans le fonctionnement de cette régie, Abdallah Bilengue participe activement à la mise en place d'une nouvelle politique de tarification des redévances de l'entreprise, ainsi que la révision de tous les contrats commerciaux et des tarifs des autres redévances. Cette politique a permis à la RVA de faire passer son chiffre d'affaires annuel de 65 millions de dollars à 93 millions, y compris l'IDEF. Deux ans durant, Abdallah Bilengue participe aux négociations avec les bailleurs de fonds de la BAD, la Banque mondiale et DBSA qui ont permis d'obtenir un financement global de 160 millions de dollars pour divers projets prioritaires de la RVA. Après sa participation en 2011 au congrès de l'OACI à Montréal sur la gestion des redévances aéronautiques, il est nommé administrateur directeur général de la régie des voies aériennes une année plus tard. Une responsabilité qu'il assume sereinement depuis, fort de sa solide connaissance de cette société. Alors, je suis en train de suivre et j'ai suivi avec beaucoup ce portrait qui vous présente un peu comme l'homme de la situation, parce que après avoir été bien formé en France dans le domaine, vous êtes d'abord conseiller, ensuite consultant auprès de compagnies aériennes pour les partenariats, et enfin vous êtes le patron de cette compagnie nationale. Est-ce que dans ce portrait, il y a des pans qu'on a oubliés? Non, je crois que tout est dit, l'essentiel est dit et ramassé. Vous êtes si modeste. Expliquez-nous pourquoi vous ne parlez jamais, Abdallah Bilengue. J'ai appris ce matin sur votre chaîne que des fois le silence, c'est une réponse plus solide que la réponse qu'on peut donner. Et aujourd'hui, j'ai trouvé que c'est nécessaire de parler. Voilà pourquoi je suis là. Qu'est-ce qui vous décide de parler aujourd'hui? Ce qui nous décide de parler, c'est parce que nous entamons la deuxième phase de rénovation de nos infrastructures aéroportuaires et nous pensons qu'il est de notre devoir d'informer l'opinion publique internationale de ce qui est en train de se faire à la RVA et de ce qui va se faire demain. C'est-à-dire, vous avez déjà fait quelque chose qui n'est peut-être pas connu, les gens profitent de vos réalisations, beaucoup se posent des questions. Et aujourd'hui, vous décidez de parler avant la deuxième phase que vous allez entamer, parce qu'on a suivi pas plus qu'hier aux activités au niveau de Kinshasa, des lancements de cette phase. C'est bien ça? Exactement. Alors, permettez-moi d'abord
qu'on puisse expliquer ce qu'on appelle l'état des lieux dans le domaine aéroportuaire en RDC. Et puis juste après, allez, vous aurez besoin d'un peu d'eau parce que les journalistes vont vous décortiquer. Merci. L'état des lieux du secteur aéroportuaire en RDC. La taxe de fonds de développement pour les infrastructures aéroportuaires a été instaurée en 2009 dans le but de financer la réhabilitation et la reconstruction de ces secteurs dans le pays. Il faut obligatoirement à tout passager devant effectuer un vol domestique débourser 35 $ américains et 58 pour les vols internationaux. Très souvent critiquée par les politiques et autres acteurs de la société, qualifiant cela d'escroquerie d'État pour une classe moyenne qui ne connaît plus l'opulence depuis plusieurs années déjà. Et pourtant, quelques années plus tard, elle a fait ses preuves, contribuant non seulement à la transformation quasi totale des principaux aéroports du pays, mais aussi à leur maintenance. Parmi les réalisations, l'on peut citer la construction du pavillon présidentiel à l'aéroport international de Njili, des installations d'accueil VVIP qui ont réussi. « 75 chefs d'État lors de la célébration des 50 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo. L'argent récolté devrait permettre à la République démocratique du Congo de disposer des infrastructures aéroportuaires de nouvelle génération dans les 3 principaux aéroports du pays, Njili, Luano et Bangoka, à travers notamment le projet prioritaire de sécurité aérienne PPSA. Il a permis également la construction, la réhabilitation et l'équipement des nouveaux blocs techniques, tours de contrôle dans les 3 aéroports internationaux. C'est ce que nous faisons quand les avions décollent et atterrissent. On les prend en charge dans leur phase de croisière. Vous verrez que les avions qui viennent de décoller de Kinshasa, Njili, qu'on a vu ici, après ils sont partis, mais ils ne sont pas partis. Ils sont toujours en contact avec le centre de contrôle régional, jusqu'à ce que nous allons balancer à la destination qui a les mêmes installations au niveau de l'espace inférieur. C'est lui en fait qui crée ces voies-là en donnant des orientations magnétiques que le contrôleur donne aux pilotes qui doivent suivre. Et ici, le vol il est couplé au DME, Distance Measuring Equipment, qui est un équipement qui permet de donner la distance de l'avion par rapport à la station. Au-delà des aéroports internationaux du pays, il y a également eu la finalisation des travaux d'installation des équipements nécessaires à Buta, Kalemi, Kindu, Bukavu, Goma et tant d'autres. Autant de chiffres et d'actions palpables ont été présentés à notre équipe qui s'est rendue dans quelques installations de la Régie des voies aériennes ces dernières semaines. Nous avons 3 missions. Nous avons l'objectif principal qui est sauver des vies humaines en cas d'accident ou d'incident sur un aéroport ou son voisinage. Nous avons l'objectif secondaire, comme vous a dit, donc sécuriser, protéger tous les patrimoines sur l'installation aéroportuaire. Et nous faisons aussi les respects du délai d'intervention comme les recommande l'OACI. Donc intervenir dans le 2 ou 3 minutes en déversant les 50% de nos produits pour éteindre les feux. Non seulement contrôler, mais maîtriser le feu. De notre expérience, il en ressort une envie claire de renforcer la couverture de l'espace aérien congolais sur le plan de la communication, de la navigation et de la surveillance en plus de la dotation des équipements de navigation viables.
le renforcement de la gestion de la sécurité aérienne qui a permis au pays de réduire considérablement le taux d'accidents au cours de ces dernières années. Et ce n'est qu'un début, la Régie des voies aériennes compte dans des années à venir entretenir un imposant et épatant aéroport international de Kinshasa. Et je suis avec toute l'équipe de RVA. Vous pouvez vous applaudir quand même. Hein? Tout ceci est votre travail. Tout ceci est votre travail, mais moi je suis journaliste et je suis sceptique par définition. Est-ce que vous êtes fier de ce travail que vous avez fait? Oui, ça constitue même une passion pour moi. Passion. Passion. C'est-à-dire, techniquement, on peut aujourd'hui expliquer aussi financièrement à quoi ça sert. Cet argent que nous payons avant de monter à bord des avions ici à Kinshasa et à travers les villes de province. Bien sûr. Alors, on est là pour ça. Si c'est le cas, alors on va demander à John Chitende, journaliste TIN24, à vous poser les questions que tout le monde se pose concernant la RVA. Vous avez la DG, d'abord, promettez-moi que vous n'allez pas faire de la question de GOPAS une question taboue. Vous le promettez? Bien sûr. Alors, parlons chiffres. Combien vous gagnez mensuellement? 1 500 000 la moyenne. Annuellement? 18 millions en moyenne. Alors, dites-nous où va cette manne financière? Parfait. Monsieur Kitenge, je vous ai donné des réponses comme ça. Ce sont des chiffres corrects. Mais je crois qu'il est d'abord de mon devoir de vous dire pourquoi on l'a fait. Pourquoi on a institué cette façon de faire financer les infrastructures aéroportuaires. Et vous en souviendrez que nous avons fait un audit en 2009 avec l'aide de l'aéroport de Paris, ADPI, pour dégager l'état des lieux des infrastructures aéroportuaires en RDC. Et cet audit a démontré que toutes les infrastructures étaient obsolètes, étaient caduques. Et les risques de sécurité et de sûreté étaient fort élevés. Tant au niveau de la gestion de l'espace aérien et en plus au niveau des infrastructures au sol. Donc, il fallait que l'organe technique du gouvernement, qui est la RVA, propose au gouvernement des mesures de réhabiliter, de sortir de cette situation catastrophique de sécurité de navigation aérienne. Voilà ce qui a poussé les décideurs de la RVA à solliciter l'accord du gouvernement et à mettre en place un mécanisme de financement des infrastructures, un mécanisme accepté par la communauté internationale, c'est-à-dire accepté par l'Organisation de l'aviation civile et qui est en application dans tous les autres pays du monde. C'est une taxe. C'est une taxe. Non, monsieur Jean-Marie. Une redevance. Ce n'est pas une taxe, c'est une redevance. Parce qu'une taxe est instituée par une loi. Une redevance est instituée par un consensus de parties pour un service rendu ou à rendre. Et nous, dans notre milieu, dans notre secteur aéronautique, un secteur très organisé, très structuré, tout est normalisé. L'OACI prévoit que chaque aéroport, chaque gestionnaire d'une entité aéroportuaire peut, en concertation avec les compagnies aériennes, mettre en place une redevance qui doit répondre à résoudre le problème d'exploitation aéroportuaire. Alors, noble idée, instituée depuis 2009, 10 ans après, combien d'installations aéroportuaires avez-vous déjà rénovées? Monsieur Kitenge, merci. Ta question est directe. Vous voulez avoir le nombre? J'aime des questions directes. Très bien. Répondez-moi aussi directement. Très bien.
il faut d'abord savoir qu'est-ce que vous appelez installation aéroportuaire ou infrastructure aéroportuaire. Il faut d'abord connaître. Je crois que vous ne vous limitez pas au carrelage, au béton, aux vitres. Non. Et nous, infrastructure aéroportuaire part d'abord des infrastructures dédiées à la sécurité de navigation aérienne. Des équipements qui permettent à la régie des voies aériennes de contrôler, de sécuriser la gestion de son espace aérien. Nous avons compris que la priorité devait être réservée à la sécurité, tout en négligeant pas la commodité, mais l'accent était d'abord mis au niveau de la sécurité. Tenez, M. Kiteng, avant la mise en place de cette IDEF, avant la mise en place de cette redevance, le pays avait 12 stations VSAT qui permettent de communiquer avec les avions à l'air, en VHF, et il y avait 12 installés depuis 2000, frappés d'obsolescence technique et économique, et qui étaient pratiquement hors usage. Avant l'IDEF, en 2009, il n'y en avait que 2 stations qui fonctionnaient, d'où un risque grave pour le pays, d'où le vocable que vous avez tous entendu généralement parler des trous noirs du Congo. Donc, la première infrastructure qui était mise en place, c'était réhabiliter ces outils, ces outillages, comme on appelle, donc, publics. on comprend maintenant, je ne vous coupe pas, mais on comprend maintenant pourquoi les avions tombaient. Beaucoup d'avions tombaient parce qu'ils étaient aveugles, ces avions. Attention, il ne faut pas faire l'amalgame de choses. Un accident aérien n'est pas nécessairement lié aux ouvrages aéroportuaires ou aux infrastructures aéroportuaires. Il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons humaines de pilotage, il y a des raisons météo, il y a aussi des raisons d'infrastructures aéroportuaires. Mais au moins pour ce qui est d'infrastructures aéroportuaires, la carence était criante et pouvait être une des causes aussi dans des crashs qu'on a eu ou qu'on devrait encore avoir davantage. Voilà pourquoi la Régie des voies aériennes et le gouvernement ont mis en place cette redevance, d'abord pour essayer de parer au plus pressé à cette insuffisance criante qui est le manque de sécurité de navigation aérienne. L'aspect commodité, on n'a pas négligé, on va en parler. Donc, mais d'après vous, Kinshasa, c'est le Congo, hein, visiblement. Non, la navigation... Un petit peu Lubumbashi. Non. C'est ça le Congo pour vous? Non, ce n'est pas nous dans la navigation aérienne. Nous, RVA, le Congo, c'est l'ensemble du territoire congolais. C'est ainsi que, par exemple, ces équipements dont je parle ne sont pas installés à Kinshasa, nécessairement. Les 3/4 sont installés éparpillés à l'intérieur du pays. C'est à Bouende, c'est à Basankousou, c'est à Bouta, c'est à Kamina, c'est à Gbadolite, c'est à Bounia. C'est là que les appareils existent. Et il y a des installations de sécurité qui sont installées en dehors même des aéroports. En dehors des aéroports. Eh bien, nous, la première phase pour nous était de remettre, si vous voulez, ces services de contact avec les avions, ce mode de communication en VHF qui sécurise plus vous, passagers dans l'avion, remettre ça en fonctionnalité. C'est ce que nous avons fait dans la première phase de notre mandat. Et je vous dis, dans l'aviation, on ne résout pas le problème avec des centaines de milliers de dollars. Hein. C'est en termes de millions et de milliards. L'aviation coûte cher, M. Kitenge. Extrêmement cher. Et je vous apprends, M. Kitenge, il y a le slogan aujourd'hui de l'OACI, c'est « Aucun pays ne peut rester en dehors des autres. No country left behind. » Aucun pays, en matière de sécurité, il n'y a pas de pays riches, il n'y a pas de pays pauvres. La sûreté est la même pour tout le monde. Et voilà pourquoi. Parce que vous, peut-être pour terminer, Jean-Marie, parce que vous parlez de la sécurité. Savez-vous que si aujourd'hui on organisait un concours des tracasseries dans les installations aéroportuaires, croyez-moi, la RDC raflerait sans doute la mise. Alors, est-ce que... Je vais juste compléter cette question parce que c'est tellement important. C'est tellement important que... je suis avec attention ce qu'a dit la DG tout à l'heure, que la RDC a fait des prouesses en matière de sécurité depuis qu'ils sont là. On a sécurisé notre système, mais je repose cette question. Peut-être en complétant ce qu'a dit John Kitende tout à l'heure. Est-ce que la plupart de nos villes de province
sont sécurisés pour atterrir et pour décoller? Très bien. Soyez précis, parce que ceux qui nous suivent par exemple à Kisangani, ou à Mbujimaï, ou à Kindu, ou même à Gbadolité, doivent aussi être rassurés par le patron de RVA. Monsieur Jean-Marie, je répondrai autrement à votre question. Je vais d'abord vous confirmer que l'espace aérien congolais est sécurisé aujourd'hui à 99%. Ah bon? Parce que nous avons déployé pendant les 9 ans de l'instauration de l'IDF avec l'aide de partenaires extérieurs qui sont la Banque mondiale et la BAD, nous avons sécurisé notre espace aérien en mettant en place des infrastructures qui nous permettent de communiquer à tout point du pays avec n'importe quel avion qui survole notre espace aérien. On sait maîtriser qui entre chez nous, qui sort. Eh bien, nous sommes à mesure de vous dire en ce moment qui survole la Tanganyika, qui entre à Gbadolité, qui sort par Kolwezi, oui, en temps réel, et pas seulement parler avec, nous sommes à mesure de le visualiser. Le visualiser sur les écrans. Nos contrôleurs aériens, quand vous les avez vus là-bas, ils voient tout ce qui se passe sur l'espace aérien congolais. Ce sont des infrastructures qui n'existaient pas il y a de cela plus de 9 ans. D'ailleurs, pour vous donner l'exemple, si on avait le niveau actuel aujourd'hui, eh bien, Kitona 1 n'allait pas exister. Kitona 1, c'est un avion qui a décollé de Goma jusqu'à Kitona, ça a été vu. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible que ça se fasse. Donc, au niveau espace aérien, je vous réponds, pas seulement nous avons réhabilité les 12 stations VSAT, mais nous avons ajouté 6 autres. Donc, on en a aujourd'hui 18 stations VSAT éparpillées dans le pays et fonctionnelles. Fonctionnelles. C'est-à-dire l'énergie électrique assurée, les appareils eux-mêmes fonctionnent, le pied de rechange disponibilisé, et le personnel formé. Est-ce que vous avez des bons ingénieurs, des bons techniciens qui maîtrisent tous ces appareils? 349 techniciens RVA formés dans de grandes écoles en Afrique et en Europe pour ce faire. Et nous continuons. Nous continuons. Alors, oui. Arrivé au niveau des infrastructures, parce que vous avez posé la question très pertinente, est-ce qu'aujourd'hui, tous les aéroports sont sécurisés pour recevoir les avions? Oui. Je dirais non. Et c'est ainsi que nous y allons par phasage. Après avoir maîtrisé le système ou la gestion de l'espace aérien, quelques aéroports, notamment les aéroports internationaux, Kinshasa, Kisangani, Lubumbashi, aujourd'hui, qui peuvent vous recevoir les avions H24 et en toute sécurité, nous entamons là maintenant la deuxième phase des aéroports secondaires, d'où l'événement qui s'est passé hier Monsieur le DG, à l'aéroport de pour Njili. terminer, je voulais parler de la sécurité, ou si vous voulez, de la sûreté des voyageurs ainsi que de leurs accompagnateurs au sol. Quand vous venez, je ne prends que l'aéroport de Njili, mais vous avez affaire à une pléthore de services, les hommes en uniforme, y compris la garde républicaine, s'il vous plaît. Oui, les gens qui sont dans les couloirs, ils font quoi? Alors dites-nous, sur les tarmacs, qui sont beaucoup là, les ils font quoi? services commis à la sûreté, à la sécurité des voyageurs ainsi que leurs accompagnateurs? Vous prenez l'exemple de Njili, merci. Je peux vous dire aujourd'hui que Njili remplit les conditions de sécurité et de sûreté. Sécurité, c'est la prévention des accidents. Aujourd'hui, Njili a une piste de 4000 mètres sur une largeur de 60, complètement refaite. Je vous dirais même que le pilote de South Africa Airways, quand il est descendu la première fois après les travaux, il disait à ses collègues pilotes que je vais descendre sur un tapis à l'aéroport d'Njili. C'est pas de ça que je parle. Ça fait partie de la sécurité. Je vais en arriver. C'est tout un problème. Je vais en arriver. La sécurité, la sûreté, c'est un tout. C'est un tout. Aujourd'hui, Njili est sécurisé en énergie électrique. Nous avons une centrale électrique autonome, indépendante. Les courants ne partent jamais là-bas? Il n'y a pas de délestage? Nous avons mis en place des équipements. En cas de coupure de la SNEL, il y a une reprise automatique avec des redondances des onduleurs à tel point que l'exploitant ou le passager ne sentent même pas qu'il y a une coupure du courant. Il n'y a pas longtemps, M. Jean-Marie, l'incident Air France, vous vous rappelez, qui avait fait même objet de certaines opérations de dirigeants. Ce sont des carences aujourd'hui qui n'existent plus, qui appartiennent au passé. Alors j'arrive au problème de la sûreté. Voilà. La sûreté, ça c'est le problème de sécurité qui sont garantis. Vous avez vu la caserne anti-incendie.
et avec des personnels formés, des camions opérationnels. Ça sont des aspects sécuritaires qui sont maîtrisés aujourd'hui dans notre plateforme d'Ndjili. C'est d'ailleurs une des raisons qui pousse certaines compagnies à venir maintenant dans notre pays. Notamment, on a eu la filiale d'Emirates qui était là, qui revient d'ailleurs encore. Vous avez vu Rwandair qui arrive et vous avez vu d'autres compagnies internationales qui sont déjà là mais qui augmentent leur fréquence. On inspire confiance maintenant. Oui, parce que la plateforme inspire confiance du point de vue sécuritaire. Et Nous aussi répondons aux du point standards de vue, internationaux. oui, et aussi maintenant du point de vue sûreté. Ouais. La sûreté, c'est la prévention d'un acte contre un acte illicite dans l'avion. Est-ce qu'aujourd'hui, un passager qui entre dans l'avion est bien scruté? Est-ce qu'il est checké? Est-ce qu'il est stérile? Je vous dirais oui, monsieur. Ah bon? Oui, monsieur. Ah, pas toujours. Hein. Je confirme parce que Il y a une porosité terrible là, dans nos aéroports. la porosité est sous maîtrise, est sous contrôle. Surtout avec les officiels. Pas du tout. L'aérogare, aujourd'hui, l'aérogare modulaire qu'on appelle modulaire, qui traite nos passagers internationaux, est doté de tous les équipements et toutes les procédures de sûreté internationale. Aujourd'hui, les rapports de l'OACI qui viennent de passer, parce que nous subissons des audits régulièrement de l'OACI qui viennent faire l'évaluation de mesures de sûreté dans nos aéroports. Et Kinshasa s'est retrouvé avec une moyenne de 60%. Et c'est la moyenne acceptée. 60%. Et c'est la moyenne acceptée aux pays africains. Le modulaire est aujourd'hui doté des caméras de surveillance, des équipements EDS, des détecteurs d'explosifs, à tel le point que des compagnies internationales, des renommées comme Air France, a dû même fermer son agence d'enregistrement aux mêmes lignes pour le faire en Ndjili. Pourquoi? C'est parce que les conditions d'exploitation, les conditions de sûreté se sont améliorées sensiblement. Merci beaucoup. Certes, des failles peuvent encore exister, mais on y travaille. Merci John Chitende. Je sens que vous avez envie de convaincre, c'est tant mieux. Merci. Récupérez votre place. Ce n'est pas encore fini, ça ne fait que commencer d'ailleurs. Et d'ailleurs, je vais inviter Eric Chikuma, qui est le patron de Zoom Eco. Venez nous rejoindre, pour une série de questions. Il sera beaucoup plus technique avec des chiffres. Mais avant qu'il puisse poser ses questions, Eric Chikuma, cette tendance à tout enjoliver, ça va mieux, etc., ça ne répond pas, monsieur l'ADG, à la question principale. Est-ce que le passager est satisfait? Est-ce que le patron de compagnies aériennes, qui sont vos partenaires, sont satisfaits des prestations de la RVA? Dire que tout va mieux, non, je ne peux pas le dire. Mais il va aujourd'hui de mieux en mieux. À chaque jour qui passe, il y a des améliorations sensibles qui se font. C'est la raison pour laquelle nous continuons à aller de l'avant dans les investissements. Je pose cette question pourquoi? Si moi j'arrive à l'aéroport et que je rate mon avion, je ne sais pas où manger correctement. Il n'y a pas un bon restaurant à l'aéroport international. Si moi j'ai un avion à prendre à 3 h du matin et que je viens des provinces, il n'y a pas un hôtel où je peux dormir pour quelques heures en attendant que mon avion arrive. Tout ceci pose problème de commodité et c'est vous qui devez nous installer tout ça en tant que responsable. Gestionnaire d'aéroport. Parfait. Nous avons dit que nous y allons mollo. Après la sécurité de l'espace aérien, après l'arrangement de commodité des passagers en Ndjili avec une aérogare qui répond aux normes, oui. Et nous avons compris que cet aérogare ne répond pas aux besoins du trafic et aux dimensions du pays. Oui. Voilà pourquoi le 2 mai 2017, on a lancé les travaux de construction d'une nouvelle aérogare moderne de 41 000 m² qui tiennent compte des préoccupations dont vous venez d'avancer. Qui n'a jamais commencé. L'ancien président Joseph Kabila a posé juste la pierre et puis hop, vous avez tout oublié. On n'a même pas creusé un seul trou de fondation. Je ne sais pas s'il faut répondre maintenant. Eric, comment on va poser ces questions? Mais moi, je suis sceptique et puis posez-nous, donnez-nous les réponses. Hein. Je crois que je peux attendre Eric, peut-être qu'il reviendra là-dessus et nous allons ramasser globalement la réponse à cette préoccupation-là. Monsieur le DG, à quand remonte l'audit financier, le dernier audit financier de la RVA?
puisque plusieurs fois, même le conseiller spécial du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption l'a réclamé auprès de vous, Luzolo Bambi Lessa, oui. Et vous vous y êtes opposé farouchement au point que cela n'a pas été fait. Je vais d'abord vous apaiser que le dernier audit, c'est cette année. 2019. 2019. Et je vous apprends... Vous l'avez publié? Et je vous apprends que c'est chaque année depuis 7 ans que nous avons un audit, pas seulement des organes étatiques, des organismes étatiques, mais nous avons chaque année un audit de la Banque africaine de développement et de la Banque mondiale. Financier. Financé bien sûr, financier des comptes de gestion. Financier et financé par des partenaires internationaux. D'abord, l'audit est financé par les partenaires. C'est pour faire asseoir la crédibilité de l'audit. Et l'audit porte sur le mode de gestion de la RVA et surtout la façon dont les finances sont gérées et voir la façon dont les marchés sont passés. Et je vous confirme, c'est chaque année. Ça fait partie d'ailleurs des critères qu'exigent les bailleurs de fonds pour venir aider la RVA. Oui, justement, on va en parler. Pourrions-nous connaître ces cabinets d'audit? Oui. Pardon? Pourrions-nous connaître ces cabinets d'audit? Oh, il y en a... Est-ce que les rapports sont publics? Il y a Humanitas qui est là. Il y a M. Ladef Mazar. Et il y a... il y en a plusieurs. Chaque année, il y a un pourquoi lorsque ces audits, ces rapports d'audit sont rendus, disons, vous sont retournés au niveau de la RVA, vous n'organisez pas une conférence de presse pour le rendre public, dire au peuple congolais, le principal propriétaire de deniers que vous gérez, voici, peuple congolais, ce que nous avons fait. Pourquoi vous ne le faites pas? Mais ces audits sont transmis au gouvernement de la République, qui est propriétaire de la RVA. La rédévabilité au propriétaire de l'entreprise, qui est l'État congolais. Mais le peuple se retrouve à travers le gouvernement. C'est le gouvernement qui est propriétaire de l'entreprise. On reçoit ses rapports. Le peuple se retrouve au travers le gouvernement de la République. Monsieur le directeur général, vous avez parlé tout à l'heure de 1 500 000 $ chaque mois. C'est que rapporte l'IDF et 18 millions de dollars sur l'année. En 2017, vous avez atteint un pic de 150% de taux de réalisation. Vous avez réalisé 31 millions de dollars en termes de recettes pour l'IDF. Mais il s'est fait que le peuple congolais, le passager congolais, paye doublement cette redevance. Il le paye premièrement à l'achat du billet. Il y a 5 $ par exemple pour la sûreté, 10 $ pour... 5 $ pour la sécurité, 10 $ pour la sûreté. Et à l'embarquement, il paye encore l'IDF, qui est des 50 $ pour le vol international et 10 $ pour... Comment expliquer ça? Ça fait un peu trop, ça fait de trop. C'est une double taxation qui gêne. Très bien. D'abord, on n'a pas réalisé en 2017 31 millions. Les chiffres sont clairs. On a réalisé pour la première fois 22 millions de dollars et non 31 en 2017. Et c'est parce que le nombre de passagers, pour une fois, Kinshasa a atteint 1 million de passagers. Quand on parle d'1 million, c'est aller-retour. C'est aller-retour. Et ce qui paye, c'est les allées. Voilà. Alors, vous faites allusion aux doubles taxations de passagers. Billets et à l'embarquement. À l'embarquement et autres. Je vous avais expliqué dans mon introduction, monsieur le journaliste, monsieur Jean-Marie, nous sommes, nous, dans l'aviation, dans un secteur très structuré. C'est-à-dire toutes les redevances sont fixées par l'Organisation de l'aviation civile internationale. L'IDF, c'est une contribution citoyenne mise en place par l'OACI pour le financement des investissements qui font défaut. Et il est mis en place en concertation avec les compagnies aériennes. Tandis que ce dont vous parlez, ce sont des redevances, ce sont des rémunérations des services rendus, pas aux passagers, qui sont rémunérés. On a acheté des bus Cobis, merci, je les ai vus ici sur votre écran. Mais il paraît que vous n'avez pas payé ces bus, vous êtes endetté. Ces bus, il y en a 5. C'est à vous, c'est encore sous...
nous sommes dans la... Sous garantie, on peut les récupérer à tout moment. Ah, pas du tout. En partenariat avec un opérateur économique installé sur la plateforme, nous avons acheté 5 bus Cobus en partenariat, dont 2 en fonds propres IDF, quote-part de la RVA, et 3 à joint venture avec une compagnie et un handler qui est sur la plateforme d'Engili. Les bus ont été payés donc cash. Il n'y a pas de souci pour ça. Pas d'inquiétude, d'accord. Et on se partage les recettes. Parce qu'on n'a pas vu les marchés. Les services rendus sont rémunérés par ces redevances dont vous faites allusion. Tandis que l'IDF constitue, si vous voulez, un apport citoyen pour le financement des infrastructures futures et la maintenance des existants. Faites-nous une confidence, monsieur le DG. Est-ce que les officiels payent l'IDF? Bien sûr. Les ministres, le président de la République, le président qui vient, qui n'est pas checké, qui monte dans l'avion, qui part. Voilà. Attention, il ne faut pas faire de confusion. Les officiels dans un avion affrètement ne payent pas l'IDF. C'est la compagnie qui paye toutes les charges à la régie des voies aériennes. Mais un officiel... Est-ce qu'on peut vérifier si l'avion affrété par le président de la République, ses services payent l'IDF? La seule personne exemptée de l'IDF, c'est le président de la République. Et les tous les autres officiels, les premiers ministres, président de l'Assemblée nationale, les généraux, tout ça. Ou vous êtes informé qu'ils n'ont pas été, que ces frais n'ont pas été payés? Monsieur Jean-Marie, monsieur Eric, nous sommes fiers, très fiers à la régie des voies aériennes, de l'attitude d'ailleurs des autorités qui nous accompagnent dans la collecte de cette IDF. Aujourd'hui, nous avons des appuis considérables des autorités. Quand nous leur disons qu'il y a X ou tel qui n'a pas payé, eh bien, une pression est exercée pour que la personne ne revienne pas sur ça. Je confirme, monsieur, que toutes les autorités prêchent par l'exemple d'ailleurs dans le paiement du GOPAS parce qu'elles savent de quoi ça sert. Monsieur Abdallah, vous avez dit ici que votre première mission était de remettre en ordre l'infrastructure aéroportuaire qui est aujourd'hui fonctionnelle et sécurisée à 99%. Mais cela a coûté combien sur ce que vous avez collecté en termes d'IDF depuis 2009? Et ça représente quel pourcentage par rapport à l'apport de bailleurs internationaux? Il y a des aspects, il y a certains équipements achetés directement par la RVA sans un apport extérieur. Si on peut avoir un chiffre en ordre de grandeur. Autour de 25-26 millions de dollars. Des équipements achetés en dehors de l'appui des bailleurs extérieurs. Ça représente quel pourcentage sur la somme? Sur les 100% collectés. Sur les 100% collectés de l'IDF pendant les 10 ans. Oui. Pendant les 10 ans, ça représente à peu près 28 millions, représente à peu près 10%, ça fait 17, 15%. À peu près 15%. Et en plus maintenant, nous avons maintenant des quotes-parts que nous amenons en fonds de contrepartie au financement de bailleurs de fonds. Là, la BAD l'a témoigné hier dans le discours, à la première phase où la BAD nous a assisté avec 159 millions de dollars, l'UDF a contribué autour de 38 millions de dollars. Ah bon? Américains, oui. Les fonds, les fonds collectés, qui vous à disposition de la BAD pour parachever la première phase de PPSA 1, l'IDF a contribué autour de 38 millions de dollars américains. Ça veut dire que notre argent sert de sous-bassement à la régie de voies aériennes pour aller chercher l'argent à l'extérieur. Exactement, M. Jean-Marie, vous avez compris. Aujourd'hui, l'IDF, à 90%, constitue un levier qui attire le fonds extérieur pour le financement de nos infrastructures aéroportuaires. Monsieur le DG, la traçabilité de la collecte de l'IDF a fait l'objet de beaucoup de critiques de votre gestion principalement, notamment par le conseiller spécial du chef de l'État, Luzolo Bambi, qui a même fait une dénonciation présidentielle déposée au niveau du procureur général de la République. Mais au regard de tous ces soupçons, c'est quoi la vérité en fait? Qu'est-ce qui se cache derrière? Merci. Heureusement, vous parlez de soupçons et des rumeurs. Vous avez oublié de parler des rumeurs. Mais le soupçon de M. Luzolo Bambi était sérieux et il a même déposé une plainte présidentielle. Bon, nous connaissons la suite.
J'espère que... Il vous a traqué et vous n'avez pas... vous êtes échappé parce que vous aviez de parapluie. Non, c'est parce que la traçabilité est là. Quiconque veut voir le compte de l'IDEF n'a pas 2 minutes pour savoir où va l'IDEF. L'IDEF est collecté aujourd'hui par les banques. Étant collecté par les banques, ça traduit même la traçabilité elle-même. Il suffit d'appuyer à un bouton, vous avez l'historique au niveau des banques et toutes les sorties. Mais oui, l'utilisation, ça sort à partir de banques. On sait voir où est parti l'IDEF. Je viens de vous le dire ici, ça a servi à 80% à acquérir des équipements d'aide à la navigation aérienne et des contreparties aux investissements extérieurs. La situation est claire. Si vous posez la question, même à vos passagers, pointez-vous à l'aéroport international de Ndjili, posez la question aux passagers. S'ils sont d'accord de continuer à payer l'IDEF, ils vous diront non. Quel message avez-vous à leur adresser aujourd'hui pour le rassurer, les apaiser, parce que la majorité du peuple congolais, la majorité des passagers est contre le paiement de ces taxes, de cette redevance? Qu'est-ce que vous leur dites? Je crois que le passager a raison parce qu'il n'est pas informé. Parce que vous refusez d'informer, de lui informer, justement, vous ne parlez pas. La RVA est à faune, malgré tout ce qui se raconte autour de la RVA, autour de l'aéroport international de nos aéroports à travers le pays, vous ne dites rien. Non, on ne dit rien, ce n'est pas vrai. C'est parce que le passager ne voit pas cette première phase d'investissement des invisibles nécessaires. Tout ce que vous avez expliqué tout à l'heure. Voilà, il ne voit pas ça. Mais si vous posez cette question à une compagnie aérienne, à un pilote, qu'il faut supprimer le GoPass, il vous traitera de fou. Tout de suite, il vous traitera de fou ou de malade mental. Il vous dira, mais monsieur, vous voulez encore qu'on revienne à la case de départ? Parce que lui, le pilote, il sent que la sécurité s'est accrue. Il sent que l'IDEF sert à améliorer les conditions de navigabilité. Je comprends bien parce que le passager ne connaît pas où sont positionnés. Ces instruments servent à quoi? Les passagers, ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est le carrelage, c'est la toilette, c'est les toilettes, ainsi de suite. C'est les commodités. Eh bien, je pense qu'avec les travaux en cours, sous la deuxième phase de cet aérogare définitif qu'on fait, déjà l'aérogare modulaire était déjà des signaux. Déjà la piste d'Ndjili où on atterrit en toute sécurité, ce sont déjà de preuves qui vont satisfaire nos amis passagers. Le nouveau aéroport, monsieur le DG, oui. J'ai encore 2 questions. Oui, mais allez vite parce qu'on est en direct et il faut qu'on puisse donner la parole. Vous avez fait faire poser au chef de l'État la première pierre de construction du nouvel aéroport international de Ndjili. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons rien vu. La BAD a donné son appui financier, la RDC a contribué avec sa part, mais qu'est-ce qui se passe une année après, rien ne se passe. Monsieur Rick, il ne faut pas faire l'amalgame. Nous sommes avec la BAD dans le projet priorité de sécurité de navigation aérienne. Et la BAD n'intervient pas dans la construction de l'aérogare moderne qui est en construction. Ça, c'est un partenariat avec Exim Bank. Il est en construction, je dis bien qu'elle est, pas une aérogare. Oui, avec ses dépendances, qu'elle est en construction et je vous en parle. Ok. Moi, vous en parlez. Le projet est financé conjointement par le gouvernement de la République et Exim Bank of China, qui vont financer ce projet. Aujourd'hui, le gouvernement a libéré sa première tranche qui a permis à l'entreprise déjà de commencer le travaux de cet aérogare. Quand vous dites que les travaux n'ont pas commencé, moi je vous dis non. Les travaux de l'aérogare ont commencé. Tous ceux qui fréquentent l'aéroport international de Ndjili ne voient rien. Mais Eric, commencer un projet signifie quoi? Un projet d'abord est perçu sur ce qu'on appelle un BOQ, un bordereau quantitatif. Et le BOQ, la première ligne, c'est étude. N'oublie pas que c'est un contrat, c'est un projet clé en main. C'est un projet conception, réalisation. Mais dire que la conception n'a pas encore commencé, je vous dis, Eric, que vous vous trompez. La première phrase de conception est déjà terminée parce que les études sont déjà à la RVA et approuvées. 2. La deuxième ligne, c'est installation chantier. Aujourd'hui, l'entreprise est installée réellement sur la plateforme. Est-ce qu'il y a une base de vie déjà Une là-bas? base de vie que moi j'appelle même une ville. Une ville voit l'ampleur de la base de vie.
voir l'ampleur de matériaux. Plus de 600 conteneurs, Eric, sont dédouanés, stockés à Kinshasa avec des matériaux. Et je vous informe que la plateforme elle-même, la fondation, a commencé il y a 2 semaines. Donc, c'est-à-dire l'entreprise a réuni maintenant toutes les conditions d'approbation de la RVA, d'approbation de notre assistance à la maîtrise d'œuvre, la société Studi, pour commencer réellement les travaux de fondation de fouilles. J'espère que vous prenez l'engagement Nous sommes aujourd'hui déjà à la 3e colonne d'exécution de BOQ, de réalisation de cette pour la moderne. redevabilité. Je pense que vous prendrez un engagement aujourd'hui pour que la RVA communique régulièrement. Dernière question pour terminer, Monsieur Abdallah. Très courte. Vous, la RVA, vous accaparez de la totalité de redevance sur le droit de survol par rapport à la Metelsat. C'est un conflit. Je pense que la Metelsat vous réclame ces droits que vous ne réversez pas la totalité de sa part. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, Eric, d'abord, il n'y a pas un droit de survol. Ça n'existe pas. C'est une prestation. Ah bon? C'est une redevance. C'est une redevance. Il faut prester pour que la compagnie vous paye. Il n'est pas dit que parce qu'une compagnie passe, vous paye. Pas du tout. La compagnie a le droit de passer, sans demander l'autorisation de qui que ce soit, parce que c'est signé dans les accords de la Convention de Chicago, signé en 1944, dont notre pays est membre. Mais il faut prester. Donner quelque chose. Non, il faut prester. Mais la Metelsat ne voit rien. Si la Metelsat prestait, je crois qu'il n'y aurait pas de problème. Est-ce qu'il donne des prévisions de météo? Le problème, c'est celui-là. Est-ce que Metelsat preste? Est-ce que Metelsat a des équipements, a des compétences techniques pour le prester? Non, c'est ça le problème. Mais qui vous donne les prévisions météo? Juste une question. Qui vous donne les prévisions météo? D'abord, pour les avions qui nous survolent. Oui. Mais c'est Eric, les avions qui survolent ont leur météo avant de quitter leur aéroport d'origine. Je crois que quand vous prenez un aéroport, demain vous venez de Washington, je crois. Oui. J'étais aux États-Unis. Oui, oui. Je crois que le pilote vous avait dit la météo est bonne en route, il y aura de Donc pas besoin de Metelsat. Mais en survol, ils ont tout ça de part. Donc il y a quelque part l'argent qui est payé par les compagnies aériennes et que la RVA récupère sans pour autant reverser à la Metelsat gratuitement. Il n'y a pas de prestation de Metelsat. Ces avions survolent, ils ont la météorologie. Elle ne paye pas. Elle ne paye pas. Ne preste pas. Non seulement c'est une différence entre prester et payer. On ne peut être payé Eric, que si on preste. Applaudissez Eric parce que je sens qu'il est l'envoyé de Metelsat. Messieurs de Metelsat, s'il vous plaît, venez nous expliquer ce que vous donnez comme prestation aux compagnies aériennes pour qu'on vous paye. Parce que si vous ne donnez pas de services et vous voulez que la RVA vous donne une partie, c'est indûment quand même demandé. Nous sommes une société commerciale. Voilà. Bon, je suis déjà votre avocat. Merci beaucoup. Laissez que je demande aux gens de Metelsat de prester. Acheter des équipements pour prester aussi qu'on vous paye. Allez, on va terminer avec le meilleur d'entre eux, économiquement parlant, Israël Moutala. 7 sur 7 points CD. C'est-à-dire que, comme on est en direct ici, les équipes de 7 sur 7 sont en train déjà de prélever tout ce que vous dites et c'est mis en temps réel en ligne. Monsieur le Président, vous avez... J'ai dit Président parce qu'il est le patron de Média en ligne. Merci Jean-Marie. Bonjour Israël. Bonjour Monsieur le DG. J'ai une question d'abord une vision d'ensemble. Vous êtes parti d'un audit en 2009. Je sais que nous avons à peu près une cinquantaine justement d'infrastructures aéroportuaires. 54. 54 précisément. Alors, c'est quoi justement votre budget pour leur réhabilitation, pour les mettre aux normes? Parce qu'il ne s'agit pas que de Ndjili, il ne s'agit pas que de Bamboka, il ne s'agit pas que de Loano. Donc il s'agit de 54 infrastructures aéroportuaires. L'IDF, vous avez dit, c'est à peu près 18 millions par an. Ça ne peut pas justement financer la réhabilitation, la mise aux normes de toutes ces infrastructures. C'est quoi d'abord le budget global pour que les Congolais sachent que pour que je survole d'un point A à un point B de manière sécurisée et de manière commode, il faut autant, et puis que pour qu'ils consentent le sacrifice pour arriver à des infrastructures sécurisées et commodes. Très bien. La mise à niveau de nos 54 aéroports, d'après l'audit que nous avons fait à 2009, avec l'aide de l'aéroport de Paris, a fait ressortir un montant de 1,8 milliard de dollars américains. Pardon, vous pouvez reprendre? 1,8
800 000 millions de dollars américains pour mettre aux normes les 54 aéroports. Où est-ce qu'on va trouver ça? Eh bien, voilà pourquoi nous avons dit on ne sait pas trouver les 1 milliard 800 millions. Ça représente à peu près 40% de notre budget national. Oui. Donc, voilà pourquoi notre secteur aviation prévoit un mécanisme de financement des infrastructures aéroportuaires. Pas ça coûte cher, d'où l'instauration de l'IDF qui sert aujourd'hui de levier pour tirer les fonds de d'autres bailleurs de fonds et atteindre progressivement ces 1 milliard 800 millions de dollars américains un jour. Parfait. Là, nous sommes fixés, nous avons planté le décor. Alors, sur une autre question importante, vous avez fourni des efforts justement pour moderniser certaines infrastructures aéroportuaires. Alors aujourd'hui, que diriez-vous par exemple aux Congolais en termes de... que direz-vous par exemple aux Congolais aujourd'hui en termes d'infrastructures aéroportuaires? Est-ce qu'il y a combien d'ailleurs d'infrastructures aéroportuaires congolais sont certifiées? Kinshasa est certifié, Lubumbashi? Ça, c'est un challenge que nous avons. Donc, aucun aéroport, il faut qu'on a, voilà, pas encore certifié. Aucun aéroport n'est certifié. Et là, comme je vous ai dit et je répète, notre organisation civile internationale est structurée, donne le pays en général, et le pays africain en particulier, l'échéance jusqu'en 2025 pour qu'au moins un aéroport soit certifié. Au moins un aéroport par pays. Par pays. Au moins un. La demande de l'OACI était de certifier tous les aéroports internationaux. Mais la dernière assemblée, la 13e assemblée de la conférence de l'aviation aérienne de Montréal, sur intervention de l'Afrique du Sud, on a dû mettre l'incise au regard des problèmes que le pays africain rencontre. L'OACI accepte au moins un aéroport international soit certifié à l'horizon 2025. Mais vous travaillez sur quel aéroport alors? Kinshasa, Lubumbashi, Goma, sur lequel? Nous travaillons aujourd'hui sur l'aéroport d'Ndjili. D'accord. Il y a une autre question importante, ça veut dire qu'il y a le sentiment d'injustice des aéroports secondaires, de Bunia, de Mbujimaï. Surtout de Mbujimaï. Excusez-moi, hein. Surtout de Mbujimaï. De Gbadolité, dans la répartition de l'IDF. Comment est-ce que vous, justement, vous les rassurez par rapport à l'affectation, par rapport à la mise aux normes, justement, de ces aéroports-là, avec l'utilisation de l'IDF? Je crois que vous avez suivi, ça Jean-Marie Kassamba l'a dit à l'introduction, ce qu'on vient de lancer hier, la deuxième phase, englobe un grand nombre d'aéroports. Pas seulement, principalement les 3, notamment Mbujimaï qui aura le gros, parce que tout sera refait à Mbujimaï, la piste de Mbujimaï. Bon, je vous arrête, s'il vous plaît. On est suivi notamment en Mbujimaï, via Canal+, via toutes les compagnies partenaires qui nous suivent là-bas. Qu'est-ce que vous dites aux gens de Mbujimaï enclavés? Sans l'aéroport de Bipemba, on ne sait pas atterrir parce que la RVA n'a pas réhabilité le tarmac, parce que la piste n'est pas balisée, parce que la tour a des équipements obsolètes. Vous leur dites quoi aux gens de Mbujimaï? Je dis à la population de Mbujimaï que la deuxième phase que nous avons lancée hier avec l'aide de la BAD consiste en gros la rénovation des infrastructures aéroportuaires de Mbujimaï, notamment toute la piste qui sera refaite, le tarmac qui sera refait, un balisage lumineux sera installé, une tour de contrôle moderne, une centrale électrique et une caserne anti-incendie. C'est une question d'actualité, mais je demande à la population de préserver le site aéroportuaire de Mbujimaï afin de nous permettre d'étendre ce projet sur toute l'emprise. Donc les constructions anarchiques doivent être évitées. Je réponds à votre question. Donc cette deuxième phase englobe aussi l'installation des équipements aéroportuaires dans beaucoup d'autres aéroports du pays, notamment à Bouende, les Salas qui étaient cités. Et on va continuer l'aménagement tant soit peu des infrastructures aéroportuaires telles qu'on l'a fait la première phase, des aéroports secondaires. On l'a fait à Lodja, Kananga, Mbandaka, Bumba, Matadi. Et on va continuer avec Gemena qui est sur la ligne de nos actions, d'autres aéroports, les Salas et consorts. Ils sont impliqués dans la deuxième phase. Vous avez dit que la sécurité est quelque chose de très important.
Mais pourquoi les contrôleurs aériens, justement, de la RVA n'ont pas de licence de l'autorité de l'aviation civile? Très bien. Ah, ils n'ont pas de licence, ils ne sont pas formés alors? Non, les licences, c'est un papier. La formation, c'est autre chose. Les contrôleurs aériens de la régie des voies aériennes sont formés et qualifiés. Qualifiés par les instructeurs RVA qui, à leur tour, ont eu des qualifications dans des académies à l'extérieur du pays, plus internationales. Mais cela ne suffit pas. Administrativement, ils doivent être dotés d'un papier qu'on appelle la licence, qui doit être donnée, délivrée par l'autorité de l'aviation civile. Or, de la RDC. De la RDC. Oui. Or, aujourd'hui, au moment où nous parlons, l'autorité de l'aviation civile est, si tu voulais, en formation et en validation. En validation et en coaching par l'aviation civile internationale pour former les inspecteurs capables de délivrer des licences en âme et conscience. On est assuré. D'accord. On est rassuré. Alors, parce que s'ils n'ont pas de licence, ils risquent d'orienter mal nos avions. Hein. Voilà. Absolument. Parce qu'il y a aussi la question, justement, j'aimerais revenir sur la question du nouvel aéroport, justement, du nouveau terminal de Ndjili. Il a été à peu près chiffré à 354 millions de dollars. L'État congolais devait débourser 15%. Est-ce que l'État congolais a libéré sa part? Oui, l'État a libéré. Il avait d'abord payé 20 millions pour les débuts de travaux. Est-ce que les paiements ont suivi? Les paiements sont en train de suivre. La première tranche a été donnée de 20 millions de dollars. C'était rendu public, ce qui a permis à l'entreprise de s'installer. Et le planning tel que nous l'avons appris du gouvernement, d'ici à décembre, les autres tranches vont suivre. D'autant plus que c'est maintenant que l'Exim Bank aussi vient de terminer l'évaluation technique de ce projet. Donc, il y a maintenant accord ce jour d'Exim Bank de financement de ce projet par le gouvernement chinois. Donc nous ne sommes pas en retard de financement. Alors on conclut. Je conclue par une petite question. Mais que répondez-vous aux Congolais qui estiment que notre aéroport a été surfacturé? Parce que quand on regarde ce qu'a dépensé le Rwanda ou le Sénégal en termes de terminal, c'est mieux et c'est moins coûteux que notre maquette. Qu'est-ce que vous répondez à cette question? Et la dernière question, pourquoi vous n'intégrez pas l'IDF au billet d'avion? D'abord, merci. L'évaluation des coûts. On n'évalue pas les coûts sur le papier. Les coûts est évalué sur des données techniques. Les sols du Sénégal n'est pas les sols du Congo. Les sols du Rwanda n'est pas les sols du Congo. Les sols de Brazzaville, mais qu'à cela ne tienne, une étude était faite au titre confidentiel par le gouvernement congolais, pour ne pas citer par une firme française, la DPI, qui nous a fait une étude de construction. Ce que ça coûterait une regard pareil, et le montant est supérieur à celui qui était conclu. Mais cette étude nous a permis d'évaluer les sociétés qui ont soumissionné et de retenir le moins 10 ans qui est la société Vitek. Merci beaucoup. L'IDF dans le billet, c'est une instruction du gouvernement. Et nos amis, nos partenaires du bar, donc des compagnies internationales précisément, ils ont un courrier qui est déjà en pipeline, qu'on se retrouve autour d'une table pour que d'ici à décembre, et que l'IDF soit dans les billets d'avion, comme ça se fait dans tous les pays du monde, comme ça se fait à Brazza, Maya et partout. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup, Israël Moutala, qu'on peut applaudir, hein, parce que on sent qu'ils ont bien préparé leurs questions et toute l'équipe de la RVA aussi a essayé d'outiller leur patron, qui n'a pas de notes d'ailleurs, parce que tout ce qui a été donné tout à l'heure en chiffres, en données techniques, c'est vraiment des têtes. Alors on va clôturer cette émission avec, on va dire, le pilier, hein, qui va nous rejoindre. Et il faut l'applaudir aussi. Willy Kalengai, le patron de Géopolis, qui a toujours espéré cuisiner l'ADG de RVA. Depuis combien d'années? Je crois depuis 10 ans. Hein. Voilà. Vous l'avez enfin, avec le public en témoin. Aucune interview accordée. Bon, s'il avait accordé quelques interviews, certaines de mes questions n'auraient pas de sens aujourd'hui. Mais je recommence par les fondamentaux. J'ai 3 questions simplement, qui sont d'ailleurs totalement diverses, hein, dans tous les sens. La première question, c'est que vous avez dit tout à l'heure, on a insisté beaucoup sur l'IDF,
Je ne reviens pas là-dessus. Mais l'IDF, ça fait à peu près 18 millions, vous avez dit, par an. Mais le budget de la RVA, c'est 83 millions, si j'ai compris bien dans les documents qui nous ont été donnés. Vous avez dit que vous avez augmenté le budget de 60 à 83 millions. Notre budget pour l'année 2018 avoisinait 100 millions de dollars américains. 100 millions. Oui. Non compris IDF. Voilà, non compris IDF. Oui. Donc, autour de 80. Alors, donc, en réalité, nous n'allons pas... L'IDF, c'est l'arbre qui cache la forêt. L'argent ne vient pas que de l'IDF. L'argent de la RVA vient aussi d'autres recettes qui sont totalement minimisées dans les discours aujourd'hui. Oui. D'où viennent les autres millions que la RVA gère? 80 millions. Oui, ça vient Moi, d'où? j'ai arrondi à 20 millions IDF. Ça vient 80 d'où? millions, ça vient Ça d'où? vient d'où? Très bien. Je vous avais dit que l'IDF, c'est une redevance collectée pour la construction, surtout des infrastructures futures et la maintenance des actuelles. Mais notre chiffre d'affaires, notre vécu quotidien vient ou est subventionné, est payé plutôt par les services que nous rendons aux compagnies aériennes. Les droits d'atterrissage, les services d'atterrissage, les services de parking, l'utilisation de notre aérogare. Monsieur Willy, quand vous entrez dans cet aérogare modulaire, eh bien, vous devez être assis sur une chaise, vous devez utiliser votre Wi-Fi, vous avez le courant, vous avez les toilettes. Eh bien, nous vous facturons et nous récupérons un peu d'argent là-dessus. Et voilà, donc nous avons d'autres prestations que nous faisons aux compagnies aériennes et la redevance de survol. La redevance du survol. Je dis bien redevance et non taxes. Attendez, je Le bloque survol Willy Kalenga qui là-dessus. rapporte à peu près 24% Oui. du chiffre d'affaires, Attendez. soit 1,2 million, à peu près le maximum 1,2 million par mois, que les compagnies payent, et ça nous permet de payer nos travailleurs et de faire d'autres dépenses de fonctionnement. Permettez que je pose cette question parce que je m'en voudrais si je la pose pas. Ceux qui nous suivent nous prennent en témoin. Il semble qu'il y a un compte ouvert en Suisse depuis longtemps par la RVA, peut-être avant vous, à votre corps défendant, que ces comptes, c'est le survol justement des compagnies aériennes étrangères. Ces comptes génèrent beaucoup d'argent. Il paraît que c'est vous, le patron, et quelques mandataires ou responsables politiques d'avant qui bénéficiaient de cet argent versé sur un compte en Suisse. Et d'ailleurs, Luzo Lobambi, dans sa plainte, avait dit que le patron de RVA doit nous dire d'où vient, ou plutôt où part l'argent de ces comptes. Alors, dites-nous maintenant, vous êtes sur la place publique, les comptes en Suisse, il est dans quelle banque et il y a combien dessus? Monsieur Willy, monsieur Jean-Marie, d'abord la RVA n'a aucun compte à l'étranger. Ah bon? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, nous n'avons aucun compte à l'étranger. Tout notre argent, la production locale est payée dans des banques commerciales congolaises à Kinshasa. Les prestations de survol sont facturées aux compagnies qui survolent et les numéros de compte sont indiqués sur les factures et les paiements se font dans les banques locales à Kinshasa. On peut vérifier ça. Vous pouvez vérifier, pour ne pas citer la banque, c'est la TMB. Mais alors, ça signifie que vous avez quand même des moyens pour vivre qui sont plus importants, que vous avez des moyens pour investir. Comment vous pouvez soutenir l'idée managériale que l'IDF puisse financer totalement les développements